Salut les entrepreneurs connectés, ici Anna de Ça compte pour moi en direct de Toulouse. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Il compte pour nous, la web-série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet d'expertise comptable en ligne Ça compte pour moi. Pour restituer rapidement le contexte de Il compte pour nous, eh bien c'est une web-série pour donner rendez-vous aux entrepreneurs et clients du cabinet. À travers ces interviews, ils vont nous partager leur expérience en tant que créateurs, gérants d'entreprise, leurs bonnes pratiques. On va également découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat et le but est de comprendre leurs déclics, leurs projets, comment ont-ils passé le cap de l'entrepreneuriat et quelles sont leurs visions du terrain. On va parler de tout ça en suivant. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent, le cofondateur du journal Le Dranche, le premier journal étudiant de France, un journal de débat qui présente le pour et le contre de chaque question pour permettre à chaque citoyen de se forger sa propre opinion. Il est ingénieur de formation et il a fondé ce journal avec Antoine Dujardin en 2015. Il est également l'ex-président de l'association Démocratie ouverte. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler de suite, je vais laisser Florent se présenter. Bonjour Florent. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour le nouvel épisode de Il compte pour nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux entrepreneurs connectés, nous dire qui vous êtes? Je m'appelle Florent Guignard, j'ai 34 ans maintenant. Et effectivement, comme ça a déjà été dit, je suis le cofondateur du journal Le Dranche. Ok, super. Le Dranche, si vous pouviez le définir en quelques phrases, quelle est l'idée, quel est le concept? Alors le concept, effectivement, c'est quelque chose d'assez simple, mais qui pourtant n'existait pas avant. C'est un journal où pour chaque sujet, on va chercher deux personnes qui connaissent vraiment le sujet, qui sont compétentes, qui sont légitimes. Une qui défend le pour, l'autre qui défend le contre, de manière argumentée et face à face, avec autant de place pour l'un et pour l'autre. Le but, effectivement, il est double. Le premier, c'est que vous puissiez vous faire votre propre opinion en lisant le journal, et non pas l'opinion de la personne qui détient le journal. Le deuxième but, c'est que si vous avez déjà une opinion, et finalement c'est souvent le cas sur une majorité de sujets, c'est que vous puissiez mieux comprendre les gens qui pensent différemment que vous, et du coup être plus compréhensif d'eux et être capable d'entamer une discussion avec eux. Très clair. Pourquoi avez-vous créé le Dranche? Alors, pourquoi on a fait ça? On a une petite anecdote qui a un peu servi de déclic pour nous. C'était un sondage qu'on avait lu dans la presse qui était sur le gaz de schiste à l'époque. On demandait aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste? Et il y avait 80% contre, il y avait 15% pour, et il n'y avait que 5% du coup qui se prononçaient pas. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une deuxième question dans ce sondage, c'était est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est le gaz de schiste? Et là, il y avait plus que 14% des gens qui répondaient oui. Et du coup, ça nous a vraiment interrogé sur finalement comment est-ce qu'on se forge une opinion au quotidien? Est-ce qu'on a vraiment les bons outils? Est-ce qu'on dispose d'outils finalement pour se forger sa propre opinion? Est-ce qu'on est informé avant de se faire une opinion? Et en fait, on a vu que c'était extrêmement difficile pour beaucoup de gens, et notamment pour les jeunes. À l'époque, on était en 2015, on approchait des présidentielles de 2017, et on s'est rendu compte que notamment, pas seulement, mais notamment dans le cadre d'un choix d'élection, en fait, il y avait beaucoup de gens qui savaient pas du tout quoi en penser, qui avaient une opinion mal définie ou un peu floue sur beaucoup de sujets, qui savaient pas ce que les candidats proposaient, etc., etc. Et donc, on s'est dit, surtout dans ces moments-là et dans le reste de la société, c'est urgent d'amener un outil, un média, qui permette aux gens de se faire leur propre opinion et pas de leur suggérer une opinion. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, le Dranche accomplit cette mission? Alors oui, aujourd'hui, on a deux formats. On a un format papier. On est devenu le premier journal papier pour les étudiants en France. On tire tous les mois à 140 000 exemplaires. Et on est disponible sur le web. Aujourd'hui, il faut savoir on touche du coup à peu près 200 000 personnes par mois sur le papier, à peu près 150 000 personnes par mois sur le web. Parmi ceux qui viennent nous lire, il y a à peu près 15% de gens qui n'ont pas d'opinion. Parmi les gens qui n'ont pas d'opinion, ils sont 85% à s'en faire une après avoir lu le débat. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne. Et pour tous ceux qui ont déjà une opinion, c'est 80% qui sont plus compréhensifs de ceux qui pensent différemment après avoir lu nos articles. Donc ça veut dire en fait que ça fonctionne pour à peu près 300 000 personnes par mois. Il y a 300 000 personnes par mois qui comprennent un peu mieux ceux qui pensent différemment. Donc c'est quelque chose qui est assez essentiel. Je pense qu'on a tous des exemples en tête de sujets sur lesquels il y a des groupes de personnes qui n'arrivent pas à se comprendre. C'est un phénomène qu'un sociologue américain a appelé les bulles de filtre, les bulles d'opinion. C'est une bulle dans laquelle tous les gens pensent pareil. Et avec les algorithmes, notamment des réseaux sociaux, de Google News, etc., en fait, on a tendance à lire que des articles qui sont déjà d'accord avec nous et à s'enfermer petit à petit dans cette bulle d'opinion.
ça a des effets assez dramatiques parce que c'est des effets qui peuvent être vraiment, ça peut vraiment créer des tensions dans la société. Nous, on contribue un tout petit peu à diminuer ces tensions. Du coup, les résultats, les chiffres que vous venez d'évoquer sont assez satisfaisants. Est-ce que vous êtes vous satisfait des résultats de l'Eudranche aujourd'hui? Alors oui, enfin oui et non. Oui, dans le sens où on sait qu'on est utile à tout un tas de personnes. Et d'ailleurs, c'est par rapport à mon travail d'avant où je travaillais dans un gros groupe, etc. C'est ultra gratifiant d'avoir juste le retour des gens. Enfin, d'avoir un métier où les gens vous disent merci de faire ça, ça a été utile, etc. C'est très gratifiant. Donc oui, on est satisfait dans ce sens-là. Non, on n'est pas complètement satisfait parce que comme je pense comme tous les entrepreneurs sociaux, nous on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on veut s'attaquer à un problème de société qui est l'engagement citoyen, le fait que les gens puissent se parler, débattre et se comprendre. Et ça, on est moyennement satisfait parce que la société va pas vraiment dans le sens d'une société plus apaisée, je pense, en ce moment. Et que du coup, on aimerait bien faire plus, on aimerait bien être plus connu, on aimerait bien que plus de monde nous utilise. Le site, il est gratuit, il est sans pub. Donc, on aimerait bien qu'il y ait encore plus de gens qui viennent lire les débats, qui viennent se faire une opinion, qui viennent essayer de mieux se comprendre. Donc, on aimerait bien être plus connu, etc. Ça, on n'y est pas encore. Donc, effectivement, on est satisfait parce qu'on a des retours, on sait qu'on est utile. On n'est pas satisfait parce qu'on sait qu'on pourrait faire encore plus. Ok, donc ça fait partie de vos pistes de développement, d'amélioration pour la suite. Complètement. On a pas mal de projets effectivement prévus pour la suite. Alors notamment sur les présidentielles, on va essayer on a fait une grande enquête auprès de nos lecteurs et des personnes qui ne sont pas encore nos lecteurs pour savoir ce dont ils avaient besoin. Un peu en France, c'est la période où tout le monde d'un coup s'intéresse au sujet de société, à la politique, à l'économie. Donc on voudrait profiter de cette période pour dire, en fait, déjà l'engagement, c'est pas que les élections, c'est voter ou pas voter, c'est un choix, mais il n'y a pas que ce choix-là. Et l'opinion, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Mais donc voilà, on voudrait essayer vraiment de profiter de cette période pour offrir ce qu'on propose à un maximum de monde, se faire connaître un peu plus, être utile et puis permettre aux gens de faire leur choix, quel qu'il soit, mais de faire leur choix en fonction de leurs opinions et pas par défaut. Ok, très clair. Et vous, pour vous remettre un petit peu au centre du projet, est-ce que c'est du coup le Drange votre première société? Oui, c'est la première société qu'on a créée. C'est la première société de mon cofondateur aussi. Mhm. Ce qui explique nous, on a un parcours un peu atypique. On est tous les deux ingénieurs de formation. On bossait pour une grosse boîte avant. Donc, on n'avait jamais travaillé dans le milieu de la presse. On n'avait jamais travaillé dans le milieu de la communication. On n'avait jamais entrepris. Donc, on a mis, je pense, peut-être plus de temps que des personnes qui seraient à leur deuxième ou troisième boîte ou qui sont déjà des spécialistes du secteur. On s'est développé vraiment petit à petit, on a fait des erreurs. L'avantage de ça, c'est que non seulement on a beaucoup appris de nos erreurs, et en plus de ça, on s'est énormément basé, vu qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas faire, on s'est énormément basé sur nos lecteurs pour savoir ce qu'ils voulaient, ce qui leur plaisait, ce qui les intéressait. Et du coup, on a un fonctionnement qui est un peu atypique. C'est nos lecteurs, encore aujourd'hui, qui choisissent, qui proposent et qui choisissent les sujets de débat. Ils votent pour les sujets de débat qu'ils veulent voir. Ils ont un droit de veto sur la publicité dans la version papier, des choses comme ça. Donc, on a vraiment on a mis beaucoup plus de temps parce que c'était notre première expérience. Mais à l'inverse, on est très content de l'avoir fait parce qu'on a fait les choses, du coup, d'une manière un peu différente de ce qu'on aurait fait si on était déjà spécialiste du secteur. Ok, donc en fait, vous êtes parti de votre idée de base et avec vos outils et vos connaissances, vous avez appris en gros sur le tas. Tout à fait, exactement. On a Ok. appris sur le tas et du coup, l'avantage, c'est que vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, on a eu la chance aussi d'être très bien accompagné, d'être beaucoup aidé. On a travaillé avec des groupes d'étudiants qui nous ont aidés à faire le modèle économique, avec des incubateurs de l'économie sociale, avec plein de gens qui nous ont apporté des conseils et qui nous ont amené un peu des petites briques. Je pense qu'on n'avait pas peur du coup de dire qu'on ne savait pas et du coup, c'est vrai on a beaucoup appris et fait quelque chose de vraiment collectif. D'accord. C'est bien aussi de savoir reconnaître ses limites et savoir déléguer et s'adresser aux personnes compétentes dans ce cas de figure. Si vous aviez un entrepreneur en herbe en face de vous qui a un projet de création sur 2021, qu'est-ce que vous voudriez lui donner comme conseil, les choses à prévoir, les choses à éviter? Ouais, je pense plusieurs choses. C'est ce que tu disais aussi. Je pense que déjà le fait de reconnaître les domaines dans lesquels on n'est pas bon pour se faire accompagner. Quand on est entrepreneur, en fait, on est tout au début. On est à la fois développeur web, communicant, gestionnaire de réseaux sociaux, comptable, administratif, commercial. Et en fait, on ne peut pas être bon dans tout. Donc, je pense que c'est intéressant de réussir déjà très rapidement à déceler ce dans quoi on est bon, ce qu'on aime faire, et d'être capable de s'entourer des personnes compétentes pour déléguer ce dans quoi on n'est pas bon ou ce qu'on n'aime pas faire. Ça, je pense, c'est un point essentiel.
Le deuxième point essentiel, je pense, c'est une erreur qu'on a faite, c'est de ne pas hésiter à se lancer et à se lancer vite, quitte à se planter. Nous, je pense qu'au tout début, alors ça c'est peut-être le côté un peu ingénieur aussi, mais on voulait avoir le produit parfait, on a travaillé dans notre coin tout seul pendant très longtemps. Et en fait, quand on a présenté le produit, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui pour nous étaient évidents, mais qui étaient incompréhensibles pour plein de gens. Et du coup, en fait, on a dû quasiment tout refaire. Donc, je pense que ça, c'est un des trucs il faut se lancer très vite, il faut très vite solliciter les clients, les bénéficiaires, etc., pour avoir des retours très rapidement et éviter en fait de travailler trop longtemps dans une mauvaise direction. Donc ça, je pense que c'est un deuxième conseil qu'on nous a donné et qu'on applique maintenant, mais c'est se lancer rapidement, quitte à ce que le produit soit pas fini, mais se lancer rapidement, pas hésiter à se planter, à corriger, à se replanter, à recorriger, etc., et à s'améliorer au fil du temps plutôt que d'attendre et se dire j'attends que tout soit parfait pour me lancer. Donc ça, je pense que c'est vraiment les deux conseils. Et puis, c'est un peu ce qu'on a fait, mais pas hésiter à demander des avis, à demander conseil et à s'entourer, à faire avec, notamment les premiers intéressés, c'est-à-dire en fait les clients, les bénéficiaires, selon ce que vous faites, mais à vraiment le faire avec eux, à être toujours à leur contact, à dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, de quoi vous avez besoin, comment vous amélioreriez, etc. Et pour vraiment prendre les retours, parce que l'ultra majorité du temps, les retours sont précieux et utiles. Ok. Rester à l'écoute, ouvert, et du coup, pas forcément rester focus sur son business model et accepter les retours d'expérience d'autrui. D'accord, très clair. Et toi, Florent, entrepreneur, quel est le plus gros challenge auquel tu as dû faire face sur ce projet, ce lancement d'activité? Il y en a pas mal. Je pense que parmi le ou les plus gros challenges, c'était déjà des soucis de trésor. Je pense que c'est un peu l'angoisse de tous les entrepreneurs, mais il y a des périodes où on avait des soucis de trésor, notamment au début, etc. Et c'est des périodes qui peuvent être particulièrement stressantes. Et il y a ce sentiment de à la fois vouloir faire trop de choses à la fois ou de voir qu'on va pas assez vite. Ça, c'est vraiment les challenges. Bon, c'est des challenges ultra classiques, hein, mais je pense que il y a des moments où la tâche nous paraît insurmontable. Le gros avantage, et moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est d'être plusieurs, d'être deux, ou par période aussi d'être dans un incubateur, c'est-à-dire au contact d'autres entrepreneurs qui, en fait, qui ont vécu les mêmes galères, avec qui vous allez pouvoir partager ces galères, avec qui vous vivez ces galères. Et c'est vrai que très clairement, si on n'avait pas été deux, je pense que j'y serais pas arrivé. Je pense qu'il faut être. On est toujours mieux à deux dans les moments un peu difficiles. Et c'est vrai que le fait de pouvoir partager son quotidien avec des gens, même des gens qui ne sont pas dans la même boîte, nous on était beaucoup dans des incubateurs, donc 5, 6, 7 entrepreneurs, mais juste vous venez dans les mêmes bureaux, vous mangez ensemble, etc. Des gens avec qui vous pouvez échanger, partager vos galères, discuter, qui vont vous passer des bons plans, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Et je sais que c'est pareil, en fait, juste être dans un environnement humainement qui soit sécurisant, enfin affectif qui soit sécurisant. Alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des collègues entrepreneurs, des copains, etc. C'est quelque chose qui est essentiel parce que je pense que l'entrepreneuriat c'est un peu des montagnes russes émotionnelles et c'est vrai que dans ces montagnes russes, en fait c'est chouette de les partager à plusieurs. Ça aide aussi à passer les moments difficiles, quoi. Oui, et puis se sentir soutenu, pouvoir se confier sur ses doutes, parce que c'est normal de rencontrer des périodes de doute sur l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, on retiendra ce tips aussi. Comment est-ce que tu organises ta journée? Est-ce qu'il y a une routine de travail qui se met en place sur le long terme ou pas du tout? Alors oui, un peu. Bon, les journées se ressemblent rarement, mais il y a quand même des choses qu'on m'avait conseillées. Je ne trouvais pas forcément très utile au début, et notamment que là, la boîte commence à grossir, on commence à avoir des employés. On est 10 maintenant dans l'équipe. L'importance, effectivement, d'avoir une routine, c'est quand même quelque chose d'assez primordial. Le conseil peut-être le plus utile qu'on m'avait donné, c'était de se noter le matin entre 1 et 3 trucs à faire qui sont prioritaires. Donc vraiment se dire, en fait, j'aurais réussi ma journée si le truc le plus urgent, c'est ça, et de les faire en premier. C'est-à-dire que moi, vraiment, c'est un truc que j'essaie de faire maintenant, c'est le matin. Alors, il se trouve que j'ai un temps de train assez long pour aller au bureau, donc je profite de ça, mais j'ai des entrepreneurs, soit qui viennent plus tôt, soit qui s'isolent, soit qui le font de chez eux. Mais en fait, ils se disent, je commence à faire, et en fait, tant que j'ai pas fini la tâche ou les deux tâches les plus importantes pour moi, je fais rien d'autre. Je n'ouvre pas mes mails, je réponds pas au téléphone, etc. Et en fait, ils passent 1, 2 heures à faire ça.
Et quelque part, c'est hyper rassurant parce qu'en fait, au bout de 2 heures, leur gros stress de la journée, il est passé. Ils ont fait on a fait ce qu'on a à faire. Et après, du coup, ils peuvent être vachement plus dispo pour les mails, pour toutes les petites merdes d'une journée normale, pour tout, pour les salariés, pour faire des réunions, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment. Sinon, on a très vite fait de se laisser embarquer. On ouvre les mails et alors, c'est 5 autres problèmes. On va discuter avec les salariés. Il y a un imprévu, il y a un coup de fil. Et en fait, on arrive à la fin de la journée, on se dit, flûte, ce truc qui était prioritaire, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Et de commencer par ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très pratique. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est effectivement commencer par le ou les 2 sujets les plus importants le matin, de rien faire d'autre. Toute la journée, je suis dispo pour l'équipe, etc. Et après, le soir, je prends 1 heure et demie, j'ai un temps de trajet en train pour faire mes mails. Et en fait, ça, c'est pareil, de pas se laisser, c'est-à-dire de choisir ce qu'on veut faire et de pas se laisser assaillir par tout ce qui rentre, tout ce qui arrive. Donc, effectivement, de se dire, les mails, c'est le matin et le soir, et la journée, je regarde quasiment pas mes mails ou des choses comme ça, quoi. Ok, donc ça va éviter de procrastiner. Ouais, de procrastiner ou juste de subir un peu les trucs. On se rend compte qu'en fait, il y a des choses importantes. Souvent, on sait tous à peu près les choses importantes qu'on a pour la boîte. Il faut développer une nouvelle version du produit, il faut sortir un nouveau site, il faut je sais pas quoi. Et souvent, en fait, c'est des tâches un peu de fond. Et sauf qu'au quotidien, ça peut être difficile de se mettre sur ces tâches de fond. Et donc, en fait, on va se laisser prendre parce qu'on a un client qui nous demande un truc, un mail, un salarié, un truc, etc. à gérer. En fait, on va faire plein d'autres choses. Et à la fin, on se dit, en fait, les trucs qui étaient finalement le plus important pour la boîte, je les ai pas fait. Et ça, c'est vraiment un truc de se dire, finalement, ces tâches de fond qui font ce qu'est notre boîte, qui font notre produit, il faut les faire passer en premier. Ok. Et du coup, tu le disais, vous avez aujourd'hui bien évolué, vous êtes une team de 10 personnes. Est-ce que c'est pas aussi une charge supplémentaire en tant qu'entrepreneur de devoir passer à 2, à 3, à 4, à 5 et maintenant gérer une véritable équipe et être employeur? Ça, comment tu l'as vécu? Alors, je pense que j'ai eu la chance d'être accompagné, d'avoir des gens qui m'ont préparé à ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez perturbant parce qu'au début, effectivement, on est entrepreneur, on est seul ou à deux, mais en tout cas, on fait tout. Et après, on commence à avoir des premières aides qui sont à la fois des aides, mais des personnes dont qu'il faut manager, etc. Donc, en fait, on fait un peu moins de choses, mais en plus, on devient manager. Et puis, plus le temps passe, en fait, plus on est je ne vais pas dire déconnecté de l'activité, mais moins on va faire l'activité ou en tout cas les tâches du métier, et plus on va faire en fait du management et de la stratégie. D'ailleurs, on avait aussi rencontré des entrepreneurs qui avaient très mal vécu, notamment des personnes qui avaient quitté un taf administratif pour faire des métiers plus manuels et qui en fait, quand ils commençaient à être 7, 8, 10, se rendaient compte qu'ils finalement ils faisaient plus ce métier manuel et ils redevenaient manager, etc. Donc on a aussi eu et ça peut être un truc intéressant, c'est ça, dans le sens de savoir ce qui nous plaît. On a aussi eu des copains entrepreneurs qui, en fait, sont restés actionnaires de la société, mais qui ont recruté quelqu'un pour la gérer et qui, eux, sont revenus sur un poste de soit vraiment de créatif, de manuel, etc. C'est-à-dire, en fait, qui eux-mêmes, à un moment donné, se sont dit, moi, ce que j'aime, c'est pas diriger une grosse société, c'est faire, et du coup, qui laissent la direction de leur propre société à quelqu'un d'autre. Bon, pour nous, c'était pas notre cas. Moi, j'aime bien manager et j'avais été préparé à ça. Mais c'est vrai que du coup, faut s'attendre à changer complètement de boulot en fait quand la boîte grandit. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête et se préparer parce que ça, si c'est subi, ça peut être un peu surprenant ou ça peut être un peu déboussolant aussi. Oui, on peut avoir l'impression de perdre l'essence même du projet et ce qu'on aime faire. Tout à fait. C'est pas le but. Top, très clair comme explication. Pour en revenir juste au fait qu'aujourd'hui tu sois client de Ça compte pour moi, comment ça s'est passé? Comment tu as connu le cabinet? Parce que ça va faire plusieurs années, plusieurs exercices que tu as avec nous. Donc, comment est-ce que tu nous as trouvés? Nous, c'était un peu par hasard. C'était un peu par hasard parce qu'en fait, on cherchait. Jusque-là, on avait des comptables qui étaient avec, je veux dire, très à l'ancienne, c'est-à-dire sans logiciel. On perdait trop de temps sur la Traditionnel. compta. Traditionnel, voilà. On perdait trop de temps sur la compta. Il y avait des erreurs, etc. Enfin, c'était un peu vraiment la plaie. Et du coup, on a demandé 2, 3 recommandations. On nous avait conseillé 3, 4 solutions. Et quand on a regardé, on a eu un peu pas dire un coup de cœur, mais si quand même un peu un coup de cœur pour Ça compte pour moi, déjà parce que vous étiez pas cher. C'est un truc qui est pas des moindres. Quand on est entrepreneur, on est radin. Vous étiez pas cher, c'était extrêmement simple. J'avoue que le fait d'avoir un logiciel qui vient pour tout reprendre ce qu'il y a sur le compte en banque, il y a juste à catégoriser, etc. Ça se passe très bien. Le fait que vous étiez complètement en France, c'est-à-dire qu'on a toujours eu des contacts ultra cool avec des gens compétents qui sont toujours les mêmes, qui suivent notre dossier, etc. Et donc ça a été vraiment, pour nous, ça a été un peu la solution parfaite
pas chère, compétente, française, et qui prend moins de temps. Et donc, c'est vrai qu'on a, depuis, on l'a beaucoup recommandé. On l'a recommandé à pas mal de copains entrepreneurs. Et je pense à juste titre parce que ce que vous faites, c'est facile et c'est bien, et c'est pratique, quoi. Bon, ça fonctionne. C'est exactement. Tant mieux. Si tu devais donner des conseils aujourd'hui aux entrepreneurs qui nous regardent, alors pas forcément les créateurs d'entreprises, mais les entrepreneurs qui sont lancés depuis longtemps, qui ont un petit peu des appréhensions par rapport à la crise qu'on vient de traverser, comment aborder 2021, toi avec ton recul déjà sur l'actualité, sur ton secteur d'activité, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Est-ce que tu es plutôt optimiste? Comment tu vois les choses, toi? Ouais, je pense qu'il y a. Moi, je suis de nature optimiste et je pense que c'est le cas de la plupart des entrepreneurs. Parce que je pense que c'est tellement compliqué que si il y a peu d'entrepreneurs qui sont pessimistes. Si on est pessimiste, en fait, je pense qu'on se lance pas. Donc, je pense, moi, je suis très optimiste et je pense que je vais parler aussi à des optimistes. Oui, je pense que j'ai l'impression qu'il y a, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, si le fond de ce qu'on fait. Enfin, c'est solide, ça correspond à un besoin. Et si on est proche de nos clients ou de nos bénéficiaires, il y a toutes les raisons du monde que ça corresponde à un besoin réel. En fait, si vous répondez à un besoin, les gens continueront à venir vers vous. Et j'ai l'impression que justement, cette crise, alors ça a été difficile pour pas mal d'entrepreneurs, mais je pense que ça a eu au moins cette vertu de se dire, en fait, si ce qu'on fait correspond à un vrai besoin, si on est proche de nos clients, bah, l'activité, elle reprendra. Et ça aura peut-être eu la vertu d'enlever un peu tout ce qui était peut-être superflu ou tout ce qui correspondait pas vraiment à un besoin. Et donc, je pense qu'il faut se concentrer sur la base, c'est-à-dire c'est quoi notre activité, à quel besoin on répond et être bon dans la réponse à ce besoin. Et je pense qu'à partir du moment où ces ingrédients-là ils sont réunis et qu'on est proche de nos clients, toutes les raisons sont réunies pour que ça redécolle, quoi. Donc ouais, je dirais ça effectivement comme conseil, restez proche de vos clients, soyez bon dans ce que vous faites, dans la base de ce que vous faites, et puis oui, fatalement, ça reprendra. Super, on aime les entrepreneurs optimistes. De toute façon, comme tu l'as dit, si on est entrepreneur, on est forcément optimiste parce qu'il faut croire en son projet, croire en toutes ses idées, ses valeurs et leur donner vie et les faire vivre. C'est ça le plus gros challenge. Ouais, je pense qu'il y a une part d'inconscience dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut être optimiste pour faire ça. Optimiste et couteau suisse. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ta société, j'allais dire ton aventure, ta société, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ledranche, mis à part le développement, bien sûr, plus de lecteurs, plus d'abonnés, plus de visites. Qu'est-ce que Non, tu aimerais dire, être fier dans 10 ans de ton parcours? j'allais dire à long terme, et c'est paradoxal pour une entreprise, j'aimerais presque qu'on puisse nous souhaiter de plus exister. Je me dis si un jour, en fait, il s'est passé Enfin, la société est dans un tel état d'apaisement, d'engagement citoyen que en fait, le branche a plus besoin d'exister. Moi, je rêverais un jour, on n'en est pas, hein, dans 10 ans peut-être dans 30 ans, mais je rêverais un jour de pouvoir dire, en fait, c'est bon, il y a plein d'autres médias où tous les médias un peu ont repris nos méthodes. Chacun dispose de plein de manières différentes, peu importe quoi, de se faire son opinion. Les gens savent où s'engager pour être en accord avec leurs convictions. On ne sert plus à rien, on arrête, quoi. Je rêverais de pouvoir dire ça. Donc à long terme, en attendant, il faut nous utiliser pour ça, mais à long terme, je rêverais presque de pouvoir dire on ne sert plus à rien. C'est beau. Bon, en effet, il n'y a pas de suite. Donc, je pense que le branche a encore de beaux jours devant lui, le journal. Top. Et est-ce que vous voulez rester vraiment focus sur la cible étudiante ou peut-être l'ouvrir à un autre site de lecteurs? Non, de fait, au tout début, quand on s'est lancé, on voulait remplacer 20 minutes et CNews dans le métro. Donc, c'était vraiment s'adresser à tout le monde, etc. Bon, c'était pas, ça demandait quelques millions d'euros qu'on n'avait pas forcément. Mais au-delà de ça, oui, ce qu'on voit déjà donc on s'est lancé la version papier, notamment pour les étudiants, parce que c'est un âge déjà où on n'a pas trop d'argent, donc il fallait que ce soit gratuit. C'est l'âge où on est appelé à voter pour la première fois, où on quitte le domicile familial souvent. Donc c'est effectivement, c'était un âge privilégié pour ça. Après, ce qu'on voit déjà, c'est que sur le site, ou même dans les personnes qui s'abonnent, en fait, c'est pas du tout que des étudiants. On est plutôt encore sur des jeunes, mais c'est plutôt 18-35 ans, 18-40 ans. Et après, effectivement, non, notre solution, elle répond à un besoin que tout le monde peut avoir, qui est juste le besoin de comprendre les personnes qui pensent différemment et puis de se faire son opinion. Donc petit à petit, effectivement, on va s'étendre. On s'est déjà étendu, mais on va s'étendre. Notamment, on le voit sur le site internet.
on a une moyenne d'âge qui est plus haute que la moyenne d'âge étudiante. Et donc ça, effectivement, on va continuer à s'étendre. Alors géographiquement déjà pour que la version papier soit disponible quasiment partout. Maintenant, les abonnements, on livre dans le monde entier. Et puis s'étendre effectivement sur les classes d'âge. On essaye de faire aussi des partenariats. On a un partenariat avec Ouest France, un partenariat avec France Culture. On fera peut-être des partenariats. On est en train de discuter avec Melty et avec Public Sénat, donc des publics assez différents, justement pour étendre ça, pour se dire en fait, on a besoin d'être en contact avec des personnes différentes et c'est aussi en faisant des partenariats de ce type-là qu'on arrivera à être plus connu et puis à toucher des personnes qui naturellement ne seraient pas forcément tombées sur nous. Super. Bah, écoutez, c'est ce que je souhaite à toute l'équipe, à toi en tant qu'entrepreneur et cofondateur. C'était super d'avoir pu partager ton expérience, ton parcours, tes ambitions. Merci beaucoup pour ton temps. Mais merci à toi. Et donc, je souhaite que les discussions s'élargissent, que la société puisse échanger de manière apaisée et s'ouvrir sur une multitude de sujets. C'est tout ce qu'il faut souhaiter, effectivement. Top. Florent, merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. À très vite. Et on dit à très vite aussi aux entrepreneurs connectés qui ont regardé la mini-série. À très bientôt aussi pour de nouvelles interviews avec d'autres clients de Ça compte pour moi. À la prochaine.